Bonjour madame, votre micro est coupé, on vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? Non. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui? Super. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas qui est présent pour l'instant. Pour le moment, on n'est que 8 personnes. Donc, je crois que le changement dit que ça commence à 16h30. Du coup, Très bien. c'est comme vous voulez. Soit vous commencez, soit on attend encore un peu. On va attendre un petit peu peut-être, puisqu'on avait dit 16h30. Ouais. Hein? Bah oui, parfait. Ça. Est-ce que vous pourriez me dire quel niveau les étudiants ont c'est pour tous les étudiants ou c'est ciblé plus pour que je puisse… C'est ouvert à tous les étudiants. tous les étudiants, donc de première année jusqu'en dernière année. Après, on... Ouais. Ah, je ne vous ai pas entendu. Non. Est-ce que là, c'est bon? Oui. D'accord. Du coup, je disais, on n'a pas un détail précis des étudiants, enfin de leur niveau. Leur niveau. Mais oui, je pense que ça peut aller de la L1 jusqu'à… Ouais. Bon. Très bien. Alors. Essayer de faire une présentation assez simple mais complète de ce qu'est un notaire.
Ensuite, je vous présenterai l'étude dans laquelle je travaille. Et puis, je vous donnerai un peu une journée type pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qu'on fait concrètement toute la journée. Ça donnera peut-être un peu plus de sens à l'exposé. Donc, pour commencer, le notaire, c'est un officier public qui est nommé par le ministre de la Justice. Et donc, l'État le charge d'une mission de service public. Donc, le notaire, il assure un service public de l'authenticité. Ça signifie qu'il a ce pouvoir d'authentifier des actes en apposant donc son sceau, sa signature, et donc il rédige ce qu'on appelle des actes authentiques. Alors, on peut faire des actes sous seing privé aussi, mais voilà, la principale mission, c'est quand même d'assurer ce service public, de rendre authentique des actes. Alors, pour ceux qui commencent ou ceux qui n'ont pas forcément fait de cours de droit notarial, l'acte authentique par rapport à un acte sous seing privé présente plusieurs utilités, plusieurs intérêts, on va dire. D'abord, par la présence du notaire, il y a une sorte de vérification du consentement. On s'assure que le consentement des parties est bien libre, est bien éclairé. Et donc, le notaire a ici un rôle de conseil et il protège ainsi le consentement. L'acte authentique peut aussi être publié. Donc, c'est ce qui va le rendre opposable au tiers. C'est le cas des ventes, par exemple, que l'on va publier au service de la publicité foncière et donc rendre ainsi opposable. Enfin, l'acte authentique, il a deux autres qualités. C'est qu'il a une force probante, c'est-à-dire que jusqu'à l'inscription de faux en écriture publique, eh bien, il fait foi. Et puis, il a la même force qu'un jugement définitif, c'est-à-dire ce qu'on appelle la force exécutoire. Donc, ça confère à l'acte authentique des qualités, des utilités, au-delà de l'acte sous seing privé. Et pour toutes ces raisons, on a l'habitude de dire que le notaire est un magistrat de l'amiable. Il est l'acteur d'une justice amiable. Donc, il a ce rôle dans la justice au niveau de l'amiable. Donc, ça, c'est sur l'authenticité des actes. Le notaire donc, fait des actes authentiques, voilà, pour tenir ça. Deuxième chose, il doit conserver les actes. Pendant 75 ans, les actes que vous signez chez un notaire sont conservés. Alors maintenant, c'est sous format numérique, électronique, mais ça peut être aussi sur papier. On a des archives qui permettent de les conserver. Pour certains actes, le recours au notaire est obligatoire. Par exemple, vous faites un contrat de mariage avant de vous marier, eh bien, vous devez nécessairement faire un contrat chez un notaire. Contrat de mariage, une donation entre époux, une donation partage, mais aussi vendre votre appartement, acheter votre maison. Tout ça, ça relève d'actes qui sont publiés à la publicité foncière et donc qui requièrent la présence obligatoire du notaire. Alors, sur sa façon d'exercer, le notaire est un professionnel libéral. Il exerce ses fonctions dans un cadre libéral. En fait, c'est une forme moderne de service public. Il assume, lui, la responsabilité économique de son étude. Ce n'est pas l'État qui engage les coûts. C'est un professionnel qui est rémunéré par ses clients, mais sur la base d'un tarif qui est fixé par l'État. Ce qui signifie que vous alliez voir le notaire de Lyon, de Paris ou de Brest, c'est le même tarif, c'est le même coût. Donc, c'est un tarif fixé par l'État. Donc, c'est justement une profession que vous retrouverez sur tout le territoire, puisque l'implantation des notaires n'est pas libre, c'est décidé par la chancellerie qui va s'assurer qu'on a une bonne couverture de tout le territoire et qui va faire des cartes d'installation pour veiller à ce qu'il y ait un service public de proximité et adapté aux besoins de la population. Voilà pour la présentation un peu rapide de qui est le notaire. Alors, peut-être sur le plan des qualités humaines, je dirais que si je devais retenir une qualité que doit avoir le notaire, c'est certainement d'être à l'écoute. C'est peut-être un magistrat, on le disait, de l'amiable,
Et pour cela, ça doit se traduire par une bonne écoute de ses clients. Donc, c'est beaucoup de temps passé à échanger, écouter, comprendre les besoins de ses clients pour ensuite les traduire dans des actes qui reflètent bien les besoins et les attentes des clients. Alors, moi, j'exerce dans une étude à Paris. Je suis associée depuis 3 ans. Nous sommes 6 associés. Nous avons à peu près quarantaine de collaborateurs avec une organisation par spécialité. Alors, on a des services généraux que sont l'accueil, la comptabilité, les formalités. Et puis, on a des services spécialisés par domaine d'intervention. Par exemple, on a tout un service qui ne fait que du droit de la famille. Les successions, les divorces, les donations, tout ça est géré par un service. On a un service qui ne fait que de la construction. Donc, c'est de l'achat de terrain, de la promotion, de la construction, de la vente sur plan. On a un service de financement crédit bail qui s'occupe des financements professionnels. Et puis, on a un service de droit immobilier des particuliers, donc dans lequel j'interviens, et qui, lui, va s'occuper des ventes, des achats de particuliers. Donc, on est à peu près une dizaine de collaborateurs avec des profils très différents, notaire salarié, notaire assistant, donc c'est le stade avant d'être notaire, clerc de notaire, assistante, des stagiaires aussi. On essaye d'avoir des profils très variés pour avoir des équipes complémentaires. On a des outils évidemment informatiques. Maintenant, tout se passe de manière dématérialisée. Donc, les actes sont reçus pour la plupart sous la forme électronique. Ils sont conservés sous ce format-là. On fait des visioconférences avec les notaires. On fait même des actes signature à distance, c'est-à-dire que vous signez à l'étude ici avec votre notaire et votre vendeur qui est à Bordeaux signe avec son notaire à Bordeaux. Et tout ça dans un seul acte authentique. Donc, on fait des choses maintenant très, très poussées sur le plan technique. On ouvre un espace client à nos clients dans lequel on dépose les pièces à l'ouverture du dossier. Donc, tout se passe vraiment de manière par procédé dématérialisé. Alors, pour faire un peu plus concret, sur le pôle immobilier dans lequel moi j'interviens, on cible plutôt les dossiers qui sont des achats, des ventes par des particuliers. Donc, c'est le client qui achète son appartement, qui vend sa maison, qui s'achète une résidence à Marseille, nous consulte pour qu'on l'assiste dans cette opération. Donc, on a un rôle d'abord d'audit. On regarde ce qu'il achète ou ce qu'il vend et on fait un vrai audit de l'immeuble. Donc là, on est en plein dans le droit immobilier. Les diagnostics, est-ce qu'il y a de l'amiante, est-ce qu'il y a des termites, les vérifications d'assainissement, les vérifications du droit de propriété, évidemment, au préalable. En copropriété, va s'ajouter tout le droit de la copropriété, avec les règles de fonctionnement de la copropriété, les décisions, quelle majorité, les travaux votés, les fonds de travaux, enfin, tout ce qui relève du droit de la copropriété. Donc là, on fait un vrai audit de l'immeuble, de ce qui va être vendu ou acheté. On fait également un audit sur le plan de la capacité des personnes qui doivent signer. J'ai un mineur qui vend, qu'est-ce que je fais? Je dois faire appel à un juge des tutelles. J'ai une personne qui est aveugle, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc c'est tous ces problèmes de partie à l'acte qui vont soit être dans l'incapacité physique de venir signer, soit parce qu'elles ont une incapacité juridique à signer les actes. On a tout un volet fiscal. Vendre, acheter, ça génère une fiscalité. Ça n'est pas la même si vous êtes marchand de biens, si vous êtes particulier, si c'est votre résidence principale, si c'est un investissement. Donc, il y a tout un volet aussi fiscal. Donc, ça fait appel à toutes les matières qu'on apprend à la faculté. C'est ça qui est bien. C'est que tout ce qu'on apprend nous sert, je vous rassure, n'avez pas l'impression de l'apprendre pour rien. Ce serait faux. C'est après qu'on s'en rend compte.
Et donc, on fait cet audit, cette analyse, et ensuite, on rédige les actes. On rédige la promesse de vente. Donc, c'est un contrat, hein, il fait une trentaine de pages dans lequel on va reprendre tout ce qu'on a vu et on va se mettre d'accord sur toutes les conditions. Qui prend en charge les travaux, qui va faire ci, qui va faire ça, quand est-ce qu'on signe la vente, est-ce qu'un prêt doit être obtenu. Voilà. On met en place ce contrat pour ensuite arriver à la vente définitive. Donc, la vente, après, ça n'est que la traduction de ce qu'on a dit avant. C'est le constat du transfert de propriété, de la remise des clés, donc du transfert de jouissance. Et c'est à ce moment-là qu'on s'assure donc de la provenance des fonds, des modalités d'achat. Est-ce qu'on fait une SCI pour acheter? Est-ce qu'on achète en direct? Ou là, donc, on est plus sur du conseil un peu patrimonial, mais qui rentre aussi donc, en ligne hein, dans tout cet accompagnement du client. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, juridique. En plus de cela, quand vous êtes notaire au sein d'un pôle immobilier des particuliers, vous jouez aussi un rôle d'accompagnant sur le plan un peu pratique. Vos clients vont rencontrer un certain nombre de difficultés. Le camion de déménageur ne viendra pas demain. Est-ce qu'on peut décaler? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire une entrée en jouissance différée? Voilà, on a un certain nombre de problématiques pratiques. Le dégât des eaux qui survient, qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Donc, il y a un vrai... on peut dire qu'on est à ce moment-là un peu sur le terrain pour gérer des situations qui ne sont pas toujours très juridiques, mais beaucoup plus pratiques. Donc, nos clients nous demandent un accompagnement du début à la fin. Hein, ce n'est pas juste recevoir un acte de promesse, ce n'est pas juste recevoir une vente. C'est vraiment du jour où ils se décident à acheter, ils vous demandent votre avis, et du jour où ils ont les clés, ils vous demandent de les accompagner jusqu'au bout. Hein, donc, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ces interventions. Donc, voilà pour l'organisation au sein de l'étude, donc avec des spécialités, des domaines d'intervention qui ne sont pas les mêmes. Donc, quelqu'un qui travaillerait, qui serait notaire, mes associés qui sont notaires en droit de la famille n'ont pas les mêmes journées que moi, font des choses différentes, mais on a un tronc commun, mais après on a une pratique qui s'avère différente dans la mission que l'on a si on est un peu spécialisé. Alors sur la journée type qu'on peut avoir, chaque jour, moi je me rends dans mon office, on fait un peu de télétravail, mais j'essaye de venir tous les jours. On fait une petite vérification du courrier, il y en a de moins en moins, mais au moins des mails, voilà, il y en a toute la journée. Des mises au point avec les collaborateurs sur qui fait quoi, on prépare les actes, on les vise, on les relie, on fait en sorte que tout soit bien le reflet de la volonté des parties. On fixe les rendez-vous, on tient les rendez-vous. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que je m'excuse, j'avais un petit peu de retard, mais on ne sait pas toujours combien de temps dure un rendez-vous. C'est ce qui fait un peu le charme du métier, c'est que c'est toujours tous les jours un peu différent. On passe du temps avec nos clients aussi à échanger entre les rendez-vous. C'est pas juste pour signer des actes, on n'est pas juste là pour faire des signatures, hein. On prépare, on échange avec eux, on voit leurs besoins. Parfois, un projet ne se fait pas parce que tout n'est pas réuni, donc on part sur un autre. Et voilà, on est beaucoup dans le dialogue et dans l'écoute. Donc, tout ça prend beaucoup de temps, mais c'est passionnant parce que vous avez des clients que vous avez régulièrement et qui reviennent vous voir et que vous suivez donc quasiment tout au long de leur vie quand ça se passe bien. C'est un peu ce qu'on attend. Alors, justement, ça me fait rebondir sur l'autre aspect que je peux gérer à l'étude, qui est la démarche qualité. C'est un autre aspect du fonctionnement de notre étude, c'est qu'on a mis en place cette démarche pour travailler sur ce qui nous paraît important pour que nos clients soient satisfaits de notre travail. Donc, on les interroge déjà pour savoir ce qu'ils attendent de nous. On s'assure qu'à la fin du dossier, ils ont été satisfaits. Et on met en place des procédures au sein de l'étude qui vont permettre d'assurer toujours la continuité. Rien de plus désagréable que d'appeler, ça nous arrive à tous, mais d'appeler quelque part et de ne pas avoir de réponse, d'appeler 5 fois sans qu'on vous rappelle, d'apprendre que votre contact, en fait, il est en vacances et qu'il vous rappellera dans 15 jours, quand vous avez le camion de déménagement qui est en bas,
c'est un peu compliqué. Donc, il faut des process qui soient fiables et qui permettent aux clients de savoir qu'on est toujours là et qu'on peut répondre à ses attentes. Donc, ça, c'est la démarche qualité, mais c'est, on va dire, peut-être un aspect un peu à part, mais qui contribue à ce que à la fois les gens qui travaillent ici et nos clients sachent exactement ce qu'on attend et comment quelle est notre vision du travail. Donc, en conclusion, je pourrais vous dire que c'est un métier passionnant. Je ne peux pas dire autre chose. C'est un métier où on rencontre énormément de personnes différentes qui créent des liens avec vous tout au long de leur vie. Dans une vie, vous allez voir le notaire quand vous faites votre premier achat, vous n'êtes pas encore marié, vous vous pacsez, vous vous mariez, vous faites un contrat de mariage, vous vous séparez, vous revendez, vous retournez voir votre notaire, vos propres enfants commencent à acheter. Donc, en fait, c'est des liens qu'on tisse tout au long de la vie avec nos clients qui font qu'on partage des choses vraiment des choses passionnantes. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas, mais globalement, c'est un métier vraiment de contact et de liens particuliers donc avec nos clients. Voilà ce que je pouvais vous dire à mon niveau sur mon métier. Maintenant, je suis à votre disposition si vous voulez que j'approfondisse des points. Je ne sais pas trop quelles sont vos attentes. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà le métier, donc j'ai essayé d'en faire un portrait des plus simples et complets, mais je suis là pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Ouais, je pense qu'on peut laisser peut-être les gens présents sur le Zoom s'ils ont des questions. Et sinon, après, moi, j'en ai aussi. Alors, je ne vous entends pas, madame, par contre. Je suis désolée. Ah bon? Est-ce que là, c'est bon? Alors, attendez, il faut que je retrouve. Voilà, je vois les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions orales, mais je n'entends pas les questions orales. Je suis désolée, je vois une question écrite. Y a-t-il des spécialités plus bouchées que d'autres en droit de la famille, par exemple? Alors, je vais vous dire une chose, c'est que ce n'est pas bouché. On a au contraire beaucoup de mal à recruter. Donc, que ce soit en droit de la famille ou en droit de l'immobilier, j'ai une annonce d'ailleurs en ce moment pour recruter un poste et on n'a pas beaucoup de candidats. Donc, je ne dirais pas qu'il y a des spécialités plus bouchées. Après, je pense que par contre, il faut… personnellement, j'ai fait du droit de la famille quand j'étais en DSN et je n'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire que c'était un aspect que j'avais du mal à ça me rendait vraiment triste en fait. Dès qu'il y avait une succession un peu difficile, ça m'attristait beaucoup. Je prenais ça personnellement, donc j'ai eu du mal à adhérer. Autant en droit immobilier, c'est vraiment un truc que j'aime. Donc c'est peut-être plus la spécialité que vous pourrez peut-être prendre sera plutôt en fonction des goûts que vous aurez. Si vous aimez plus les calculs, la partie maths, la partie fiscale, en droit de la famille, on en fait certainement plus parce qu'on liquide, on liquide plus qu'en droit immobilier. Donc, je pense qu'il y a plutôt ce genre de goût à avoir pour ensuite s'orienter vers une spécialité. Mais non, pour répondre à la question, il n'y a pas, à mon sens, de spécialité bouchée. Alors, un notaire peut-il avoir une spécialité officielle ou bien c'est au sein de l'office? Alors non, vous êtes notaire, vous êtes généraliste, donc vous êtes un notaire avant tout. Et ça, malheureusement, ça s'oublie un peu. C'est pour ça que j'ai commencé par vous expliquer ce qu'était un notaire. C'est un officier public qui fait du service public. Ça s'oublie un peu, mais après, vous avez effectivement dans chaque étude la possibilité de vous spécialiser. Vous en avez qui ne se spécialisent pas. Après, il est vrai quand même que dans les structures un peu plus grosses, on est plus efficace
peut-être, quand on sait faire une matière, plus que tout. C'est très difficile d'être bon dans tout. Vous avez sans doute vu dans vos cours, le droit de la construction n'est pas le même que le droit de la copropriété, n'est pas le même que le droit immobilier, que le droit privé au sens... donc, c'est pas facile d'être bon partout, on va dire. Mais vous serez toujours notaire, généraliste, et je peux très bien demain recevoir un contrat de mariage si je le souhaite. Alors, les différentes voies d'accès à la profession, effectivement, il y en a je vois la question, il y a plusieurs façons d'accéder. Il y a la façon universitaire via le DSN, et puis il y a une voie professionnelle. Il y a une voie professionnelle que vous pouvez intégrer. Alors, maintenant, il y a des équivalences. Je ne suis pas à jour de tout ça, mais vous avez des équivalences qui se font, notamment même par des personnes qui étaient claires par leur expérience dans l'étude, ont pu accéder à la fonction de notaire. Donc, vous avez plusieurs parcours possibles. Ce qui est sûr, c'est que en suivant les cours à l'université, c'est une force que vous avez, puisque vous avez une culture juridique très large, qui pour certains ne sert à rien, mais je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, elle vous donne une capacité après à raisonner, à rechercher des choses, qui est très bien. La voie professionnelle est très bien aussi. Elle est plus axée directement sur la profession. Mais voilà, les deux existent et les deux mènent en tout cas à la même chose. Donc, à voir en fonction des profils. Alors, quels sont, selon vous, les points négatifs du métier? Les points négatifs, alors c'est un métier qui est très prenant. Ça, au point même de se demander si ça reste qu'un métier, c'est presque une fonction que vous avez en permanence. Vous allez dîner chez des amis, vous faites une consultation juridique, vous allez chez le coiffeur, il vous parle de sa SCI, enfin, c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps, donc c'est parfois peut-être un peu pesant, mais bon voilà, ça fait partie aussi de l'intérêt, c'est que ça forme un tout. Sur les autres points négatifs, je dirais quand même qu'on est, je vous le disais, magistrat de l'amiable, mais en fait, en pratique, c'est de plus en plus compliqué d'être à l'amiable. On a énormément de conflits, de pré-contentieux, on va dire, et donc c'est difficile d'arriver parfois à des accords, donc il faut arriver à être justement très à l'écoute, voir pourquoi on a un désaccord, qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est financier, est-ce que c'est psychologique, donc parfois il faut presque être psychologue, c'est peut-être là le côté parfois un peu négatif du métier, mais c'est aussi ce qui fait son charme, c'est qu'on n'est pas que dans de l'administratif, on n'est pas juste en train de rentrer des données informatiques et faire des actes, on a un côté humain qui a des points négatifs, si on veut. Alors, ma journée type, j'ai essayé de vous la décrire. J'ai une question, pouvez-vous décrire votre journée type? J'ai essayé de vous la décrire. C'est en fait on va dire un enchaînement de rendez-vous qui sont soit des rendez-vous de préparation. Moi, j'aime bien le contact, le vrai contact, on va dire. J'aime bien quand les gens viennent à l'étude, qu'on fait un premier point, qu'ils m'apportent leur dossier plein de feuilles, que je fais le tri. Maintenant, on le fait un peu moins parce que on évite évidemment, comme vous en ce moment, là, on est plutôt derrière les écrans. Donc, ce sont des rendez-vous de ce type, ce sont des rendez-vous ensuite de signature. Puis, entre tous ces rendez-vous, on essaye de régler les problèmes qui surviennent par mail toute la journée. Donc, on est voilà, des pompiers qui éteignent certains incendies. On essaye d'être un peu sur tous les fronts. Et on fait moi, j'essaye de beaucoup viser aussi, évidemment, les actes que je reçois. Donc, j'ai toute une partie d'analyse de ce que je signe ensuite en rendez-vous. Alors, l'aspect qui me plaît le plus dans votre métier est celui du contact humain. Mais est-ce vraiment le cœur du métier? On dit souvent que le métier est assez administratif. Ça, je ne vous le cache pas, que c'est assez administratif.
Mais on est 10, par exemple, dans le service chez nous, où on se répartit les tâches. Il est bien évident que moi, je ne peux pas, en tant que notaire, tout faire. Donc, on délègue certaines tâches administratives. Mais c'est vrai que de plus en plus, si vous prenez un acte de vente des années 60, il faisait 4 pages. Aujourd'hui, il en fait 400. Donc oui, il y a de l'administratif parce qu'aujourd'hui, vous allez devoir annexer énormément de documents. Donc, il faut s'assurer que c'est les bons documents, qui sont complets, qui sont corrects, qui ne donnent pas des informations embêtantes pour l'acheteur. Donc ça, c'est le côté un peu, effectivement, rébarbatif. Mais je dirais qu'avec l'informatisation, le fait que maintenant tout est électronique, ça dédramatise un peu le problème. Vous avez un acte qui fait 400 pages, mais en fait, vous ne le voyez pas parce qu'il est en support numérique. Donc, une fois que vous êtes bien entouré avec des équipes qui fonctionnent, on essaye d'en faire le moins possible d'administratif. En tant que notaire, je crois qu'il faut vraiment se consacrer à la relation humaine avec les clients. Il faut les avoir au téléphone, il faut les voir, il faut discuter avec eux pour comprendre leurs attentes. Essayez de ne pas tomber trop dans l'administratif. Mais c'est présent, hein, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, la chancellerie tient-elle compte de certaines préférences au regard de la nomination territoriale? Alors, on a eu une réforme très importante de notre façon de la nomination des notaires. C'est que maintenant, on procède par tirage au sort. C'est-à-dire que vous déposez un dossier à la chancellerie pour être nommé notaire et on vous tire au sort et on vous dit, bah voilà, vous êtes en mesure d'ouvrir votre étude à Paris. Là, on a 80 études qui vont ouvrir prochainement à Paris. Donc, le maillage se fait en fonction des besoins. On sait qu'à Paris, il y a beaucoup de besoins. Et après, dans le reste de la France, ça se fait aussi en fonction des régions, là où on a le plus besoin. Et donc après, une fois que vous êtes tiré au sort, vous pouvez ouvrir votre étude. Vous pouvez créer votre étude là où vous voulez. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai été collaboratrice dans cette étude où je suis là. Et un des notaires est parti à la retraite. Et donc, j'ai pris la suite de ce notaire. C'est à cette occasion que j'ai racheté ses parts pour être associée dans la structure existante. Ce n'est pas une création d'office. Hein. Donc, c'était la continuité de mon activité de notaire assistant dans l'étude. Moi, je suis passée pour répondre à la question suivante par le DSN. J'ai fait mon DSN à Nantes. J'ai fait mes études à Nantes comme étant nantaise à la base. Et ensuite, j'ai fait mon DSN et j'ai fait mes 2 années de stage dans une étude. Pendant le DSN, vous faites un stage, vous travaillez dans une étude et vous faites vos examens. C'est certainement les 2 années les plus compliquées dans une vie de notaire, puisqu'en fait, vous apprenez le métier à l'étude. Donc, autant vous dire que vous débarquez dans quelque chose de totalement nouveau et vous passez vos examens qui sont de la théorie à la fac. Il faut s'accrocher parce que ce sont 2 années intenses, mais qui sont bien parce que c'est complémentaire. Et donc, mon parcours d'études, c'est un master 2 droit notarial. Et puis ensuite le DSN. Et après, j'avais fait un DU, mais ça, c'était après, pour me faire une spécialité en gestion de patrimoine. Le DU de Clermont-Ferrand, que je vous conseille si vous voulez vous spécialiser en gestion de patrimoine, qui est très intéressant. Êtes-vous amené à vous déplacer sur le terrain? Alors, c'est une très bonne question. Oui, jusqu'au premier confinement, on se déplaçait beaucoup. Dans les études, en fait, bien souvent, vous avez un notaire qui assiste le vendeur et un notaire qui assiste l'acheteur. Donc, il n'y en a qu'un qui reçoit l'acte et l'autre se déplace. Hein. Donc, on a des règles d'attribution en fonction des situations. Et on se déplace donc dans l'étude du notaire qui reçoit l'acte. Alors maintenant, on fait tout par visio, ce qui est très pratique aussi. Mais on bouge beaucoup, oui, on bouge beaucoup.
Alors, attendez, vous avez plein de questions, c'est passionnant. Pouvez-vous donner les avantages et les inconvénients du métier? Bon, j'ai un peu répondu à la question. Les avantages, à mon sens, hein, mais ça, c'est très personnel. C'est la proximité que vous avez avec les gens. Ils vous appellent, ils ont un problème, ils vous appellent. Moi, je vois ça comme un avantage parce que je trouve que c'est un signe de confiance. L'inconvénient peut être le pendant, hein, c'est que vous êtes beaucoup, beaucoup demandé, beaucoup sollicité pour des conseils. Et on vous en demande beaucoup parfois, c'est vrai. Ce qui me plaît le plus, c'est ce que je viens de vous dire. Les perspectives d'évolution, alors je suis l'exemple même qu'on peut évoluer, c'est-à-dire que j'ai postulé pour un poste de collaboratrice dans l'étude et je suis aujourd'hui notaire associée. Donc oui, on évolue dans une étude à condition d'être sérieux, de s'impliquer, de jouer le jeu. Donc il faut trouver l'étude qui corresponde. Il y a plusieurs types d'études. Il y en a des petites, vous allez être une petite dizaine, vous en avez des moyennes. Je considère que nous, on est plutôt taille moyenne, voire un peu grande, mais assez moyenne. Puis après, vous avez des très grosses études. Voilà. Donc, il faut voir ce que vous aimez faire, comment vous voyez votre façon de travailler pour trouver la forme qui convienne à votre façon de travailler. Alors, entre un notaire et un clerc de notaire, j'ai une question, effectivement. C'est le notaire, je vous expliquais la définition de sa fonction, c'est un officier public nommé par la chancellerie, par le garde des Sceaux, et donc qui va authentifier les actes. Il a ce rôle, hein, cette mission de service public. Le clerc de notaire, c'est la personne qui a ce diplôme de clerc et qui va préparer les actes en amont, qui va faire la partie plus administrative, mais qui peut aussi être en lien avec les clients. Évidemment, vous ne préparez pas un dossier sans appeler le client, sans être en lien avec lui. Mais le clerc ne signe pas l'acte, hein, ne rend pas l'acte authentique. Les activités sont-elles plutôt variées ou les journées dossiers ont-ils plutôt tendance à se ressembler? Alors, là, je vais être très claire, je n'ai pas 2 journées identiques. Hein, ça ne se ressemble pas du tout. Mais du tout. Vous avez des journées très actives en signature. Vous avez des journées où moi, parfois, je télétravaille pour me concentrer sur des visas, de la rédaction. Vous avez des journées où les clients sont adorables. Et puis, vous avez des journées où ils sont un peu plus taquins, coquins. Donc, voilà, vous n'êtes pas forcément… voilà. Mais on ne s'ennuie pas, hein, si c'est le fond de la question. On ne s'ennuie pas. On a toujours énormément de travail. On n'est jamais à jour. On a toujours beaucoup de choses devant soi. Donc, il faut aimer les journées bien remplies. Et il faut aimer avoir devant soi une montagne parce qu'on n'est jamais à jour. Hein. Est-ce facile de ne pas se laisser trop stresser par son métier, de faire la part des choses entre vie professionnelle et vie privée, d'autant plus lorsque la profession consiste à accompagner des personnes dans des moments particulièrement stressants de leur vie? Il est vrai qu'il faut faire la part des choses. C'est pour ça que moi, le droit de la famille m'a assez rapidement, pas forcément plu. Hein, je suis franche. Hein, après, c'est très personnel, hein, encore une fois, comme témoignage. Donc oui, il faut faire la part des choses. Après, il faut s'astreindre certainement, mais comme dans tout métier, hein, des obligations. Moi, personnellement, j'ai 2 enfants en bas âge. Il est clair qu'il faut arriver à faire la part entre sa vie personnelle et sa vie privée et sa vie professionnelle, pardon. Il faut se fixer des règles. Le week-end, il faut s'astreindre à s'occuper de sa famille. Enfin, c'est très personnel, là encore. Il faut se fixer un cadre, mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Et quand votre famille vous voit épanoui dans votre profession, ça vous revient, en fait. Il n'y a pas de difficulté. Alors, sur le salaire moyen, la question piège, parce que alors là, vous avez de tout. Ça dépend vraiment de la structure dans laquelle vous êtes. Vous en avez dont c'est très important. Et vous en avez qui arrivent avec un salaire de cadre dans une boîte tout à fait standard. Donc,
c'est un panel très, très large. Hein. Mais ça peut monter très haut. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, le temps de travail moyen, moi, je vais vous dire, ma journée type, j'emmène mes enfants. Je vous raconte toute ma vie, je ne sais pas combien on est, mais bon, je vais être très franche. J'emmène mes enfants, je suis là vers 9h, 9h30 et le soir, je suis nécessairement à 19h30 avec eux. Donc, ça, c'est tous les jours. Le mercredi, j'arrive même à m'en occuper un peu. Alors, pour arriver à faire ça, ça m'arrive bien souvent de me reconnecter, évidemment, le soir, répondre à 2-3 mails. Mais voilà, j'arrive à trouver le rythme, mais que je m'impose, en fait. C'est à vous de vous imposer ce rythme. Et je prends des vacances aussi, hein, puisque le temps moyen de travail, je prends des vacances. Alors, Noël, c'est une grosse période de l'année quand même pour les notaires. S'il y en a qui adorent partir 2 semaines à Noël, c'est certainement compliqué, mais bon, tout s'organise. Est-il vrai que durant les premières années d'exercice, le notaire exerce plus tôt? Oui, tout à fait. Il faut attendre plusieurs... Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme l'internat en médecine. Au début, vous êtes dedans et vous pratiquez beaucoup sur le terrain. Donc, c'est un petit peu pareil. Pendant les premières années, vous allez gérer les dossiers, vous allez les rédiger, vous allez apprendre ce que c'est une vente, apprendre ce que c'est une hypothèque, apprendre ce que c'est de publier, apprendre ce que c'est calculer des plus-values. Et pour le faire, il faut le faire. Donc, il faut être effectivement dedans. Je dirais que ça dure 5 ans avec les 2 ans de DSN. Hein, où là, vous êtes vraiment à faire ça. Mais l'avantage, notamment des études parisiennes, c'est que très vite, vous êtes emmené en rendez-vous. Donc, quand vous faites un dossier, vous assistez au rendez-vous. Donc, ça, vous progressez très vite au contact du client parce que vous êtes amis. Et je sais que nous, ici, on essaye de créer des binômes pour que les stagiaires ou les débutants ne soient pas livrés à eux-mêmes. Hein, donc, on fait un accompagnement, mais en assistant au rendez-vous pour voir quand même le concret. Mais au départ, oui, c'est beaucoup vous devez apprendre le métier, donc à l'université, vous apprendrez la théorie. Et puis après, c'est faire une vente, ça s'apprend en la rédigeant, en regardant les pièces dont on a besoin. Et ça s'apprend vraiment au sein d'une étude. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je regarde. Oui, on prend régulièrement des stagiaires pour répondre à votre question. On prend moi, j'aime ce côté formation et j'aime avoir des jeunes dynamiques. Je suis toujours épatée de voir la vitesse à laquelle les jeunes arrivent à faire les choses. Donc, c'est très moteur dans une équipe. Donc oui, j'ai toujours un stagiaire en permanence dans mon équipe. Alors, le notaire, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ça. Le notaire assistant n'est pas encore notaire. Quand vous faites votre DSN et que vous êtes diplômé, vous n'avez pas prêté encore serment, vous n'êtes donc pas notaire, mais vous êtes notaire assistant et donc vous êtes en fait diplômé. Moi, j'insiste là-dessus auprès des clients, c'est quelqu'un qui a le diplôme, c'est juste quelqu'un qui n'a pas prêté serment et qui n'est pas nommé. Donc, c'est quelqu'un de compétent, hein, qui est formé. Hein. Après, donc vous avez le notaire salarié. Lui, le notaire salarié, il a été nommé. Il a prêté serment, il est notaire,
il peut authentifier les actes, il signe les actes tout seul. Par contre, il est notaire salarié, c'est-à-dire qu'il est un salarié de l'étude. Il n'est pas associé, c'est-à-dire qu'il n'a pas la mission de gérer l'office comme les associés. Les associés ont cette mission en plus qui consiste à piloter l'étude, à gérer le nombre de personnes dans l'étude, gérer le fonctionnement, les prises de décision sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, etc. Le management plus. Conseillez-vous plutôt un parcours universitaire ou professionnel? Alors, je ne veux pas du tout orienter. Moi, personnellement, j'ai fait le parcours universitaire et je pense qu'il est très bien. Je ne l'ai pas fait le parcours professionnel, donc je ne veux pas en dire de mal. Ce que je retiens du parcours universitaire, c'est qu'on est peut-être moins bien préparé quand on arrive. Je ne vous cache pas que c'est un choc quand vous arrivez dans l'étude, parce qu'en fait, vous avez l'impression de ne rien savoir faire. Mais avec le temps, vous apercevez que vous avez acquis beaucoup de connaissances via toutes les matières que vous avez pu avoir, qui vous donnent un bagage quand même très, très fort. Donc, voilà. À mon niveau, je suis contente, je vais dire ça comme ça, d'avoir fait ce parcours universitaire complet. Faut-il choisir un master droit notarial? Non, pas nécessairement. Je ne crois pas, vraiment. On a des personnes qui ont fait droit des affaires, qui ont fait master plus spécialisé en fiscalité. Donc non, choisissez la matière qui vous plaît. Alors, il faut que droit des affaires, dans le notariat, il y a des études qui recrutent effectivement des personnes. Voilà. Donc, voilà. Après, il faut avoir le goût pour la matière, c'est ce que je disais au départ. Et moi, je ne distingue pas dans le recrutement si c'est un parcours professionnel ou pas. Je regarde beaucoup les qualités humaines des personnes, plus que leur parcours. Ce n'est pas décisif dans le service où je suis. Il faut avoir beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Et je préfère une qualité comme celle-ci plutôt que de regarder la voix. Alors, faut-il nécessairement racheter les parts? Non, pas nécessairement. Je tiens à dire que moi, je ne suis pas fille de notaire où je n'ai pas été aidée. J'ai fait ça toute seule. J'ai trouvé mon poste toute seule. Et ensuite, j'ai été financée par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'est à la portée de tout le monde, sans être aidée par qui que ce soit. Je préfère le dire. Parfois, on a l'impression que c'est réservé à une certaine élite. Pas du tout. C'est au contraire, maintenant, on a des prêts professionnels qui permettent sans apport de pouvoir acquérir des parts. Donc, il y a ce système-là de racheter des parts. Et puis, sinon, il faut être tiré au sort, comme je vous expliquais, créer son office. Alors là, vous partez de la feuille blanche et vous créez votre office. Donc, ça a un avantage, c'est que vous faites ce que vous voulez. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que vous partez de zéro. Donc, vous n'avez pas de clients. Il faut en trouver. Vous n'avez pas de fichier client, de contact. Donc, il faut partir de zéro. Là où je suis moi, j'avais déjà, c'est une étude qui a plus de presque 100 ans, on a déjà des familles qui sont là, qu'on reprend. Alors, il faut savoir les garder, mais c'est quand même sans doute plus facile d'avoir une base de travail, des services généraux qui fonctionnent, une comptabilité qui existe, qui fonctionne. Donc, j'admire les créateurs pour ça, c'est qu'ils partent vraiment de zéro. Alors, l'avantage, c'est que vous faites ce que vous voulez, vous créez à votre image. En tout cas, c'est accessible à tous. Il y a un message à passer ce soir. Il ne faut pas se sentir, se dire que ce sera réservé simplement aux personnes qui ont des notaires dans leur famille, par exemple. Avant, c'était comme ça, mais plus maintenant. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors moi, j'entends pas quand vous parlez. J'espère que personne ne parle parce que je n'entends pas. Je ne vois que les messages écrits. Je ne sais pas pourquoi.
Mais du coup, pour ceux qui sont sur le Zoom, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et voilà. Alors, pour le DSN, vous avez des semestrialités. Donc, en fait, vous êtes en cours. Vous avez 4 semestrialités, donc il y en a 2 par an, sur des matières, donc droit des sociétés, droit immobilier, fiscalité, régimes matrimoniaux à mon époque. Je ne sais pas si ça a pu évoluer. Et donc, à chaque semestrialité, vous avez un examen. Et donc, au bout du compte, vous devez avoir les 4. Et après, vous avez un... Oui, c'est un peu à l'image des partiels. Oui. Et après, vous avez une soutenance, vous avez comment on appelle ça, un rapport de stage ou mémoire à faire. Ça, c'est après les 2 ans, où là, réellement, vous avez fini, vous soutenez, vous avez fini votre DSN. Voilà. C'est un peu long, mais vous êtes rémunéré quand vous êtes en DSN puisque vous travaillez dans l'étude. Donc, vous avez une rémunération qui vous permet quand même de vivre. Voilà. Alors, quand je suis un peu fatiguée, je dis que je vais changer de métier, mais ça, c'est que quand je suis fatiguée pour répondre à la question, si je ferais ça toute ma vie. Non, je pense vraiment que c'est un beau métier et que je ne ferai pas autre chose. Mais maintenant, on change beaucoup de métiers. Donc, on ne peut jamais dire jamais. Mais ce n'est pas dans mes projets non, à court terme. Alors, après, au fin du notariat, vous pouvez faire plein de choses. Moi, j'ai une amie qui travaille aux éditions Francis Lefebvre, qui rédige les mémentos avec lesquels on travaille. Vous pouvez travailler à l'étranger, dans les ambassades. Vous avez des portes qui s'ouvrent après, hein, c'est sûr. Si vous avez envie de voyager, vous pouvez travailler à l'étranger. Il y a des choses qui sont... C'est un métier qui est reconnu quand même après. Alors après, vous ne pouvez pas exercer le métier de notaire à l'étranger. Hein, vous devez être en France. Mais quelqu'un qui voudrait se reconvertir, je n'ai pas d'inquiétude, non, effectivement, pour lui. Les études durent à minima 7 ans, oui, c'est ça, c'est 5 ans, plus après 2 ans de DSN, hein, où là, bon, ces 2 ans sont un peu spéciaux parce que vous êtes vraiment, vous travaillez, vous faites vos études en même temps, donc ce ne sont pas que des années d'études. On peut devenir, alors la passerelle avocat, il y a des passerelles. Il y a des passerelles pour la magistrature, il y a des passerelles pour l'avocature, effectivement, ça existe. Je ne suis pas très au point là-dessus, je ne me suis pas renseignée récemment. Mais effectivement, oui, après, les professions, on peut évoluer de l'un à l'autre. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail. C'est quand même important quand on recherche un métier, c'est de savoir s'il y a du travail. On a la chance d'avoir un métier qui, en fait, arrive à passer les crises. Vous voyez, cette année, par exemple, on a quand même eu une année très difficile. Donc, si on a un service qui a un petit peu moins marché, on a des services qui vont au contraire plus fonctionner. Le droit de la famille, le droit des successions, le droit des donations, tout ça, ça s'arrête jamais. Le droit de la construction peut à un moment donné ralentir, mais pendant ce temps-là, l'ancien fonctionne. Donc, en fait, vous avez toujours une activité dans l'étude. À moins d'être vraiment tout seul et très spécialisé, voilà, vous arrivez toujours à... Et c'est pour ça qu'on a toujours du travail. Alors, le lien entre... J'ai une question sur le notariat et les ambassades. C'était un exemple. J'ai une de mes associées qui est partie 2 ans en Afrique avec son mari. Elle a trouvé un poste à l'ambassade parce qu'elle avait des connaissances. Elle était notaire au début de sa formation. Donc, c'est pour ça que j'y pense. Maintenant, ça dépend, hein, évidemment. Hein, vous ne devenez pas ambassadeur comme ça. Hein, mais c'est juste que vous pouvez du coup avoir
des postes qui se ressemblent puisqu'on a des fonctions un peu communes. Alors maintenant, un peu moins, mais notamment sur les certifications de signature, tout ça, c'était beaucoup fait auprès des consulats ou ambassades. Est-ce qu'il reste des questions? Alors, le notariat à l'international, il y a deux aspects dans la question. J'ai une associée qui a une spécialité droit international, c'est-à-dire qu'elle traite de la situation de personnes qui vivent à l'étranger, qui font des investissements en France, de personnes qui veulent donner alors qu'elles sont résidentes à l'étranger. Voilà, donc tous ces aspects de DIP que vous faites peut-être déjà en cours. Donc ça, c'est une vraie spécialité intéressante parce que vous avez affaire à des personnes qui viennent des quatre coins du monde. Maintenant, le notariat lui-même international, il y a des formes, le notariat existe évidemment pas qu'en France, il existe dans plein de pays, mais avec une forme qui n'est pas forcément la même. Donc, ce sont des systèmes qui sont différents. On a, nous, des spécificités, le service de publicité foncière notamment, tout ça sont des spécificités françaises qu'on retrouve dans certains pays. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas être avec le diplôme, enfin en tout cas avec la nomination telle qu'on l'a en France, on ne peut pas aller exercer sur le territoire autre que français. Mais il est certain que le droit international privé est une matière très intéressante dans notre profession. De plus en plus de personnes vont se marier à l'étranger, vivent quelques années à l'étranger ouais, au sens du droit international, oui, c'est ça. Et en fait, vous avez énormément de problématiques de droit international, beaucoup plus qu'avant, puisque les personnes sont beaucoup plus amenées à circuler. Et c'est pas rare aujourd'hui d'avoir des personnes qui ont vécu à l'étranger. Donc, le fait de se marier dans un pays étranger, d'y avoir vécu, vous avez la Convention de La Haye, tout ça qui s'applique. Et c'est une matière qui est de plus en plus présente. Et ça, c'est assez porteur comme spécialité. Si vous parlez anglais couramment, alors là, c'est encore mieux. Parce qu'à Paris, on a beaucoup d'investisseurs étrangers quand même. Vous avez des études qui sont spécialisées dans certaines langues, qui font par exemple qui ont un service en allemand. Donc les Allemands viennent acquérir, parce qu'il y a une traduction qui peut être faite, etc. Alors, est-ce que les études proposent régulièrement des stages? Ben oui, enfin en tout cas chez nous, on essaye. Même des stages pendant les vacances pour découvrir ce qu'on fait. Et puis, parce que quand vous cherchez votre stage de 2 ans de DSN, il faut quand même déjà être un peu sûr de l'étude dans laquelle vous allez, parce que vous allez y passer 2 ans. Donc, si vous faites toujours la même chose, ce n'est pas formateur. Donc, c'est bien de trouver l'étude qui va vous permettre de vous former sur toutes les matières que vous allez étudier.
Donc, chez nous, oui. Après, je ne sais pas, comment les autres études fonctionnent, mais oui, quand même, régulièrement, on voit des stagiaires. Alors, pour postuler, il vous suffit d'envoyer une lettre de motivation, un CV, exposer votre besoin, que ce soit un stage pendant les vacances ou un stage. On a toujours plein de choses à faire dans une étude, donc moi, j'ai fait de tout dans les études. J'ai fait du standard, j'ai fait de l'archivage. Donc, j'ai fait de tout. Et c'est en faisant de tout que vous comprenez à quoi sert chaque maillon de la chaîne. Donc, si un jour vous êtes dans une étude en poste, ne prenez jamais mal qu'on vous mette une demi-journée au standard parce que le standardiste est absent. Prenez-le comme une expérience enrichissante. On peut prendre des stagiaires des tout petits. Il n'y a pas de niveau requis. Ça va dépendre après les plus jeunes vont venir observer en rendez-vous ce qui se passe, vont venir commencer à dérouler une trame de vente. Et puis après, ça peut être des stages plus poussés. Mais il y a de tout. Il y a de tout. Alors, c'est vrai que le confinement est un inconvénient parce que un stagiaire, on aime l'avoir avec soi. Donc, j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont en télétravail en ce moment, à tour de rôle. Avoir un stagiaire tout seul toute la journée ici, donc on essaye de faire des binômes qui sont assez présents quand même. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou pas? Alors, sachez que j'entends pas. Je suis désolée. C'est pas un bon argument pour vous dire qu'on est à la pointe de la technologie, mais j'utilise pas Zoom d'habitude et je sais pas pourquoi je vous entends pas. Bon, du coup, on va conclure. Je vous remercie d'être venu et on remercie aussi Madame Maudet pour sa participation. Et n'oubliez pas que toutes les interventions de cette semaine sont disponibles sur le site de la CID. Alors, une période propice pour postuler, non. Toute l'année, on a beaucoup de travail toute l'année, donc vraiment, il ne faut pas hésiter à envoyer vos candidatures pour des stages. Il faut essayer et puis il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avoir donné une vision du métier que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà, je vous souhaite bonne réussite dans vos études universitaires et peut-être dans vos études professionnelles après, en espérant que ce métier, vous puissiez l'essayer. Mais n'hésitez pas à faire des stages, ça vous donnera beaucoup plus de vision de la profession, du concret. Bonne soirée à tous et bon courage dans cette période un peu compliquée.